Recording is on. Salut à tous, c'est Pong de la Scéno. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur l'étude de la méthode Silva, toujours avec Lipasco qui va nous donner encore sa lumière et sa connaissance sur le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on parle de tout ce qui est le principe de correction. Donc, vous savez que dans la méthode Silva, c'est une sémantique qui est très souvent utiliser les corrections qu'on peut apporter à un problème, à un cas, à nous-mêmes par rapport à certains éléments. J'aimerais qu'on revienne dessus parce que c'est un des processus actifs qu'on peut vraiment mettre en place pour nous au quotidien et pour les autres. Et j'aimerais qu'on voit un petit peu l'état d'esprit qu'il y a derrière la correction et également la différence qu'il va y avoir, par exemple, par rapport à quelqu'un qui fait de l'énergétique ou du Reiki ou un système qui va être plus axé sur une pensée de magnétisme à distance ou pas d'ailleurs à un moment donné. Comment toi tu définirais, Lee, la correction, les corrections ou ce mot-là dans la méthode Silva? Ok, alors d'abord, j'aimerais citer ce qui est mis dans le manuel, c'est-à-dire nous ne faisons pas la diagnostic ni la guérison. Nous, on fait la correction mentale à distance. Ok, donc il faut bien distinguer justement que on fait rien, au moins dans le cours de base, on fait rien sur le plan physique. Donc, quand on parle de correction, en fait, moi, j'aime beaucoup cela parce que ça implique que si c'est corrigé, il y a quelque chose qui était une erreur et qui devrait revenir à la normale. Et là aussi, je cite les phrases PES qu'on répète plusieurs fois dans le cours où, en fait, je suis en train d'apprendre à déceler les anomalies et justement à rétablir la normalité sur tout ce qui est anormal. Et donc, c'est toujours l'idée de revenir à la normale. Et la normale, c'est supposé être parfaite santé. Là, déjà, je trouve que d'entrée, on voit que c'est une sémantique qui est bien particulière et qui a vraiment un sens sympa. On l'a vu la semaine dernière avec la vidéo avec les deux sœurs. On voit qu'à un moment, Isabella, elle fait de la correction, elle corrige, elle met une action par rapport à quelque chose. Comme l'avait expliqué sa sœur au départ, Laura, on n'est pas là pour diagnostiquer exactement ce que tu dis. On est dans cette notion de ramener du monde subjectif une forme de normalité de quelque chose qui, dans le monde objectif à un moment T, n'est pas correct. Et avant même d'aller sur des cas ou autres, on peut, avec un des premiers processus de base de la méthode, qui est corriger ses pensées, corriger sa manière de parler. Cette notion de annuler, qui est une des premières corrections qu'on a. Oui, en effet, oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, comme tu viens de l'introduire, on est vraiment là-dessus. Quand on bosse en méthode Silva avec cette conscience de se dire, tiens, je vais tenter vraiment de créer un monde subjectif, un monde intérieur qui est plus en phase avec moi, qui représente plus ce que je veux obtenir dans le monde objectif. L'un des premiers éléments qu'on met en avant, c'est déjà prends attention à comment tu parles, donne-toi, fais un discours interne plus intéressant, corrige ce qui ne fonctionne pas, corrige ta sémantique, corrige ta manière de voir les choses, corrige tes dialogues intérieurs qui sont parfois complètement erronés, en fait, qui sont ce qui pour toi est une normalité, mais une normalité destructrice ou quelque chose qui ne convient pas. Donc cette première idée de correction, on le retrouve déjà dans la sémantique. Comment toi, pour les personnes qui sont dans un discours interne négatif, comment tu les accompagnes pour qu'ils apprennent petit à petit à mieux communiquer en interne, sans que ça devienne un truc très infantilisant à dire non, mais tu sais, c'est pas bien, faut pas dire ces mots-là, mais vraiment dans une notion, comment
Parce que c'est pas si simple que ça. Tu vois, moi, souvent, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Tu m'avais donné des noms d'auteurs à l'époque et je me souviens, je m'en suis encore acheté un bouquin il y a quelques temps sur le dialogue intérieur, comment bien dialoguer avec soi, etc., etc. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'ils disent, mais il y a des moments où tu te rends bien compte que quand tu parles, tu n'as parfois même pas conscience dans ta tête que tu es en train de parler avec des mots qui sont complètement tu n'as même pas conscience que tu es dans du négatif. Tu es juste en train de répéter une espèce de pattern, donc de schéma, de modèle de pensée qui s'est complètement automatisé. Et en fait, tu te rends même plus compte qu'il faudrait le corriger parce que tu te le répètes sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est vraiment venu un pattern. Comment toi, avec justement la méthode ou avec d'autres éléments que tu connais, tu aides une personne à restructurer son dialogue interne, comment tu lui permets de corriger un dialogue interne qui est dissonant et qui lui apporte au bout du compte quelque chose qui ne lui convient pas du tout. OK. Alors, d'abord, je fais quand même référence à certaines expériences où on montre clairement que les mots qu'on se dise ont un impact physiologique sur notre corps, même si c'est très subtil. Évidemment, si on répète, on répète, on répète. Et puis, je leur donne une liste, une centaine d'exemples de phrases négatives qui sont en fait très exagérées. Ça, c'est dans la première journée où on fait le mental house cleaning. Et franchement, quand on les entend tous ensemble, ça fait rigoler parce que c'est une évidence qu'on est dans une culture, et je ne parle pas simplement de France ou Angleterre, je parle de tout le monde occidental. On est dans une culture où c'est habituel de parler dans le sens négatif. Et en fait, je crois qu'on s'est déjà parlé, mais il y a eu une expérience aux États-Unis où on a pris une famille normale, donc, qui justement était bien ajustée et tout ça, et on les a attachés les micros qui étaient en train d'enregistrer non-stop, jour et nuit, tout ce qui était dit à haute voix, surtout dans la présence des enfants. Et quand on a analysé après, 80% étaient dans le négatif. Et puis, on se demande pourquoi, justement, les enfants ont des problèmes et ils sont moins mal programmés, etc. Donc, mais d'abord, on ne peut pas corriger quelque chose si on n'a pas une prise de conscience qu'il y a des erreurs. C'est ça. Il faut d'abord la prise de conscience, qu'on se rend compte qu'on est toujours en train de dire ça. Et ce n'est pas simplement le contenu, c'est aussi la manière dont on se parle. Justement, si on parlait à d'autres personnes comme on parle dans notre dialogue interne à nous-mêmes, on a beaucoup d'ennemis parce qu'on est critique, on est méchant, on ne montre pas de douceur, ni de gentillesse, ni de compassion qu'on est prêt à montrer aux autres, mais pas à nous-mêmes. Donc, il y a aussi ça, parler de manière gentille, soyez quand même gentil à soi-même, douce avec soi-même, plus vraiment surveiller quels sont les mots qu'on nous dise. Parce que les mots peuvent être des mots, M-A-U-X. C'est cette notion de parler aux autres ou faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, mais il y a des moments où on fait aux autres des choses qu'on aimerait qu'on nous fasse, mais qu'on ne fait pas nous-mêmes pour nous-mêmes. Hein. Donc c'est quand même un des trucs assez amusants. Souvent les gens ils disent « Ah mais moi jamais je parlerai comme ça à quelqu'un ». Ouais, ça c'est vrai, mais par contre avec toi-même, tu n'as aucun problème. Et les gens vont dire « Bah ouais, mais non, mais moi c'est différent ». Ouais, mais en même temps, tu es en train de répondre à la même notion. Tu es choqué que quelqu'un parle de cette façon-là à quelqu'un, mais tu es en train de parler comme ça de toi-même, à toi-même, constamment. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, comme tu dis, à prendre conscience. Et cette prise de conscience, on revient sur un des éléments. J'étais encore en train de lire des newsletters et dans des newsletters, il y a des éléments où j'aimais bien, et tu vois, c'est un des points qui est revenu assez régulièrement, c'est cette importance de la prise d'information. En fait, quand on dit prendre conscience d'eux, c'est prendre les informations qui nous permettent de nous rendre compte d'eux. Et je trouve que c'est intéressant de penser la méthode comme une espèce de collecte d'informations pour nous permettre d'avoir la connaissance. On revient à un des éléments qui était partagé par José à dire c'est la connaissance qui fait qu'on va être moins dans la souffrance parce que si on sait, si on a l'information, on sait les actions, les corrections qu'on peut apporter à un moment donné, ou en tout cas la recherche de solutions. Dès lors, c'est plus un problème, ça devient un projet et ça devient quelque chose qui est intéressant. Et je trouve que cette notion de prise de conscience, qui parfois, le mot, il a été hyper utilisé, on l'utilise énormément dans le dev perso, dans la psycho, etc.
Et ça peut être intéressant de se dire, OK, si prise de conscience, ça ne te parle pas, la collecte d'informations. Prends les informations à l'intérieur de toi en t'écoutant un petit peu et prends les informations qui te semblent amener vers une conclusion et tu pourras à partir de là commencer à te dire, OK, je vais jouer sur une correction, je vais travailler sur une correction qui sera un de mes projets à venir et donc un objectif précis, réaliste, écologique, mesurable qu'on peut définir et qui est très clair. C'est sûr qu'on ne peut pas corriger quoi que ce soit si on ne sait pas. Et là, on revient sur un des points qui est essentiel dans la méthode et on revient au 4.0.4, on était au 1.0.1, donc les premiers jours sur le mental house cleaning, sur le 4.0.4 qui va être le travail sur les cas où au bout du compte, ce travail sur les cas est un développement du travail d'intuition et d'intuition. Pourquoi? Pour obtenir de l'information. On ne peut rien faire si on n'a pas une information qui nous permet de développer une stratégie de correction. Tout à fait. Comment justement, tu vois, ah oui, parce que en parallèle, je lisais des newsletters et en parallèle, je lisais le programme que Ed a fait. Tu verras là sur ce qu'on avait acheté comme package, il a rajouté pour la méthode Silva pour le business. Et c'est une collaboration qu'il a fait avec une dame qui bosse pour Ultramind. Pareil, tu vois, à un moment, ils étaient. Je me disais, mais le cours, il ressemble vraiment à un cours classique de méthode Silva, mais vraiment, je me disais, mais je vois pas encore l'intérêt pour le business. Et j'ai déjà regardé, il y a 8 cours, j'ai déjà regardé 3 cours. Hein. Et je me dis, pour l'instant, c'est un cours de Silva très classique avec tout ça. Par contre, là encore, je trouvais que c'était intéressant. Il parlait régulièrement de ce principe d'information. De dire, mais il faut savoir exactement vers où vous voulez aller, quel est votre marché, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas dans votre entreprise. Et je pense que cette notion de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas OK. Et pas OK, là encore, c'est très subjectif. Il y a des gens qui peuvent trouver que vous êtes génial comme ça dans telle ou telle chose et vous, en interne, vous pouvez vous dire, wow, ça ne me correspond pas, je ne suis pas heureux, je ne suis pas bien, j'aime pas ce que je fais alors qu'on est peut-être très performant dans ce qu'on est en train de faire. Et cette notion de prendre conscience et prendre de l'info, c'est quelque chose d'hyper, c'est essentiel, surtout avec la méthode. Comment, toi, tu conseillerais aux gens de découvrir et de chercher de l'info? Parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui pourraient me dire, mais Pankli, moi je sais que ma vie c'est pas super, mais je sais pas où chercher, je sais pas quoi chercher, je sais pas comment je peux collecter cette info, je sais pas vers où me pencher. Comment tu pourrais lui donner une indication pour que la personne, justement, avant même d'aller à la correction, puisse avoir des informations pertinentes, parce qu'avoir des infos, on peut tous en avoir, hein, mais des informations pertinentes. Et là, je rappelle, le 4.0.4 est chouette pour ça, ça nous permet d'avoir des points de référence pour avoir des informations qui, au fur et à mesure, on sait qu'elles sont pertinentes. Parce qu'on a des référencements internes qui nous disent ça, c'est juste, ça, c'est moins juste, etc. Comment tu conseillerais quelqu'un à aller chercher de l'information en lui par rapport à un mal-être, un malaise, par rapport à des problématiques de vie? OK, donc en fait, ça, c'est déjà une des étapes dans le miroir de l'esprit. Si tu as un problème, alors le problème peut être justement que je suis déprimée, j'ai un malaise, ça peut être un problème d'humour ou d'état de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On étudie, ou non, on a discuté en fait, et il me dit, on analyse le problème comme si on voit une autre personne dans un miroir, dans un cadre, et on est à distance, donc on est dissocié et on est en alpha. Ce qui veut dire que maintenant, quand on analyse la situation, on n'est pas, comment dire, on n'a pas les distractions, des mauvaises émotions, des anciennes habitudes. On est beaucoup plus calme et on étudie comme si c'est quelqu'un d'autre, ce qui nous donne la possibilité d'être beaucoup plus objectif. Et là, en fait, on rassemble toutes les infos qu'on a par rapport à la situation, mais d'une autre manière, d'une manière plus claire, plus calme, plus objective. Et là, justement, j'ai eu beaucoup de gens, en fait, quand on travaillait sur un problème qui, pendant ce moment, en se regardant dans le miroir bleu, ont eu des flashs de compréhension, des moments où, en fait, une nouvelle idée est arrivée. Et effectivement, donc, bien que c'est simplement rassembler les informations, ça peut aussi nous montrer dans quel sens on peut aller pour la correction.
Hmm. Là, c'est le miroir de l'esprit qui Oui, serait le bleu, hein, pour oui. les personnes. C'est la première étape. Donc, souvenez-vous, dans les étapes, miroir bleu. Et cette notion-là, je trouve qu'elle est intéressante parce que parfois, moi, j'ai la sensation, mais j'ai peut-être tort, quand j'en parle, quand j'en discute avec des personnes qui font Silva, ils vont rapidement sur le miroir blanc. Et moi, je trouve que le bleu est le moment le plus intéressant où on peut vraiment passer un moment à scanner, à revoir, à se poser plein de questions. Le moment de questionnement, parce que n'oubliez pas, pour les personnes qui ont l'habitude de l'utiliser, on ne revient pas sur le miroir bleu. Une fois qu'on a fait cette prise d'information, qu'on a capté, qu'on a tenté de se poser les questions, d'obtenir des réponses, après, on va sur le miroir blanc et quand on revient en rappel, on reste sur le miroir blanc. On ne revient pas sur cette phase d'information. Et je trouve que ce moment-là, parfois, il est passé un peu vite parce qu'on veut tellement une réponse ou une image de nous où on se sent bien qu'on ne prend pas toutes les infos. Et donc, on ne peut pas potentiellement donner une correction d'éléments qu'on n'aurait pas nous-mêmes trouvé comme une information à travailler. En fait, tant qu'on n'a pas conscience, on ne peut pas avoir de réponse. Et je pense que c'est un moment que parfois on passe un peu vite. Tu vois, je ne sais pas toi de ton côté, mais moi, c'est parfois quand je parle avec les gens, j'ai l'impression que les gens passent vite le bleu. Genre, j'ai mon problème, je le projette dedans. Je le regarde vite fait, mais je sais ce qui ne va pas. Tu sais, souvent, les gens vont dire, je sais ce qui ne va pas. À la place d'utiliser ça comme, OK, c'est un moment hyper voilà, qui est intéressant parce que c'est un vrai moment où on se pose des questions. C'est peut-être le moment très thérapeutique, psychothérapeutique même de la méthode à un moment donné, où on s'interroge, où on se dit ouais, mais attends, cette situation c'est comme ça, mais parce qu'il y a peut-être ça, ou peut-être que je suis comme ça, ou peut-être Voilà, que j'arrive voilà. pas à faire. Donc, Et, du nouveau, on commence avec la prise de conscience. Parce que, comme tu dis, on ne peut pas corriger un problème si on ne sait pas quel est vraiment le problème. bien sûr. Et là, on découvre, c'est ça mon problème. Et comme tu dis, il y a des gens qui passent rapidement au miroir bleu, au miroir blanc pour la solution tout de suite. Et là, souvent, le risque, c'est que en bêta, à niveau bêta extérieur, ils ont décidé, c'est ça que je veux. Et ils font le miroir bleu, boum, 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 juste, je suis supposé faire donc, j'efface, je change, et là, je fais ce que je veux vraiment faire. Alors, oui, c'est joyeux, c'est gai de travailler dans le miroir blanc, mais à moins qu'on sait quel est le problème, on ne peut pas le corriger. Et juste étudier, analyser dans le miroir cadre bleu, c'est vraiment prendre prise de conscience. Quel est vraiment le problème? J'aime bien là, ce que tu viens de repréciser. Je me souviens que tu l'avais déjà dit plusieurs fois. Et c'est vrai que parfois, moi-même, ça me sort de l'esprit. Une fois, tu me l'avais bien précisé. Et depuis, je l'ai bien en tête. Mais je vais bien le rappeler pour les auditeurs. C'est pensez bien. Il se peut que vous descendiez à faire votre miroir de l'esprit avec une intention. Donc, moi, c'est la différence que je fais en consultation entre mes patients qui viennent où on dit ils savent ce qu'ils veulent, alors que pour moi, ils ont une intention. Ils sont venus en cabinet pour gérer quelque chose, mais c'est l'intention qui fait de les fait venir. Et après, on va décrire un objectif, qui pour moi, c'est deux choses qui parfois sont différentes. Parfois, entre l'intention de départ et l'objectif qu'on va trouver ensemble, on s'aperçoit qu'il y a un gros delta. La personne, elle se dit après quelques questions et tout, ah non, mais en fait, mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est ça. Qui souvent, d'aspect comme ça, ne semble pas lié. Et au bout du compte, le questionnement emmenant la plupart du temps en transe, donc possiblement en alpha, focalisation interne, refermé interne de soi, écoute de soi-même, de ses émotions et tout, on se retrouve dans cette notion niveau extérieur ou le niveau en alpha. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est il se peut que quand je vais commencer à travailler avec mon miroir de l'esprit, quand je vais chercher à aller vers une correction potentielle, eh bien, si je suis ouvert, et là, je pense qu'il y a quelque chose d'hyper important, c'est pas j'y vais en sachant mordicus ce qui est bon pour moi, mais j'y vais avec la curiosité de me dire que peut-être ce que je pense être mon problème n'est pas en réalité mon problème et qu'il va peut-être falloir que je travaille sur autre chose. Et c'est ce moment d'analyse, ce moment de prise d'information qui sera le moment où je vais me dire ah ouais, mais en fait, j'avais pas du tout pensé à ça. Et ça, c'est tout l'intérêt d'être en alpha à ce moment-là. Et faire confiance, c'est pas un monologue. Et je reprends là encore l'analogie de l'hypnose. L'hypnose, pour moi, c'est une communication entre le conscient et le subconscient. Mais c'est une communication. C'est pas juste mon conscient veut que mon subconscient fasse ça. C'est mon subconscient va me donner de l'information à dire à mon conscient, ouais, mais ça, je suis d'accord, mais il y a ça qu'il faudrait voir, ou pense à ceci. Et ben c'est la même chose. Quand on est en alpha à un moment donné, se dire, ok, quand je regarde cet écran, quand je projette dessus, il y a peut-être des mots, des sensations, des émotions qui me semblent complètement
annexe et que je vois pas le rapport, je peux me dire, ah, mais je suis pas focalisé, je suis pas dedans, etc. Alors qu'en fait, c'est réellement des informations qui ont de l'importance à prendre en compte. Et c'est justement, je sors de mon intention en bêta classique du niveau extérieur pour arriver dans, OK, là, je m'écoute. À partir de maintenant, oui, il peut y avoir des infos que je n'ai pas prévues et je dois l'admettre. Et je pense que le fait de le rappeler à chacun d'entre nous, à dire, les gars, quand vous avez bossé sur le miroir d'esprit par rapport à quelque chose, ayez l'ouverture de vous dire que peut-être vous allez avoir des infos qui n'étaient pas du tout prévues au départ et peut-être que vous allez avoir dès lors une correction qui n'a rien à voir avec l'intention de départ que vous aviez en bêta, qui est pourtant juste dans votre sensation, mais qui ne correspond pas à réellement ce qu'il y a quand vous êtes en alpha. Ça te semble correct? Here, comme on dit. Absolument. Yes. Alors, toujours dans cette idée de correction et autres, si on reprend en 2.0.2, dans l'ensemble des outils qu'on exploite, là encore, on a un paquet d'informations à les prendre. Je repensais à ça parce que assez régulièrement sur les forums américains, et même nous, de temps à autre, sur le groupe, on l'a, des personnes qui disent « Ah, bah, ça fait des semaines et des semaines que je retente que je travaille sur le sommeil parce qu'en ce moment, je l'ai perdu, et puis ça va pas, ça marche pas, et la méthode de l'endormissement, par exemple, ne fonctionne pas. » Et je reviens souvent, moi, sur ta façon de faire où, à chaque fois, quand on est en cours, tu redemandes étape par étape ce qui ne va pas. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, là, c'est la routine technique de dire, bah, attends, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais il y a aussi la prise d'information. Il y a des gens qui disent, j'ai du mal à m'endormir, alors qu'en fait, ils s'endorment très vite, mais ils se réveillent rapidement. Ouais. Il y en a, ça va être une manière où en fait ils s'endorment mais ils font des cauchemars, ou en fait ils s'endorment mais ils récupèrent pas, ou ils ont des nuits très courtes. Mais en fait ils mettent ça sous la même sémantique. Ouais. Or, si on n'a pas la bonne information, si on n'a pas la bonne information et que nous-mêmes on n'arrive pas à être hyper clair, est-ce que je m'endors ou pas, est-ce que réellement je me suis endormi que 10 minutes et ça se trouve t'as un endormissement mais il est que de 10 minutes, est-ce que je peux avoir la technique qui correspond? Est-ce que je peux avoir la correction qui correspond si en fait je vais à côté, je travaille sur l'endormissement et en fait c'est la gestion de mes rêves parce que je fais des cauchemars, je dis n'importe quoi, hein, mais admettons, on est quand même sur deux méthodes qui sont plus les mêmes. Et tu vois, là, moi je trouve que on revient encore sur cette notion-là. Il faut savoir clairement quelle est notre problématique pour en faire un projet, mais il faut que ça soit clair. Et on a parfois cette confusion au niveau de l'outil à utiliser. Parfois, quand les gens disent « j'arrive pas à m'endormir » ou cet élément-là sur le sommeil ou sur, je sais pas, les maux de tête ne fonctionne pas, bah oui, mais on n'est pas sur la céphalée dont on parlait, que la méthode aide bien. Il y a certains types de céphalées qu'on peut aider et il y a d'autres types où on dit non, c'est pas là où la méthode fonctionne le mieux. Bon, tu peux faire le gant analgésique, mais dans ce cas-là, on est encore sur une autre technique. Et on voit à quel point la prise d'information et la conscience de la prise d'information va modifier la correction. Ça, tu l'as observé souvent, cette logique où la personne te parle d'une problématique et quand tu commences un peu à analyser, outre l'aspect technique où tu la détailles à chaque fois, est-ce que tu as cette impression que parfois c'est parce que les gens n'ont pas bien défini ce qui était la problématique? Tout à fait, oui. En fait, beaucoup de fois. Et effectivement, comme tu dis, ils sont en train de décrire une technique qu'ils utilisent et le but de cette technique, c'est tout à fait autre chose que le problème qu'ils n'ont pas vraiment analysé. Alors, c'est là aussi où c'est intéressant. Souvenez-vous, on vous avait dit que parfois, il y a des techniques qui sont assez souples, type les 3 doigts, et où on peut le faire sur plein de choses. Après, il y a notre imagination. Une fois qu'on a passé un certain niveau de maturité avec la technique et avec la méthode, on peut s'amuser à trouver, à faire des correspondances ou à lier plusieurs techniques pour arriver à une solution et une correction par rapport à la problématique. Mais il est vrai qu'il y a quand même des choses où techniquement, et là je prends vraiment le 2.0.2 parce que je trouve que c'est des points qui sont très 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 précis techniquement parlant, où si on n'a pas bien défini ce qu'était la problématique, on ne va pas du tout pouvoir utiliser une technique qui correspond. En tout cas, ça ne va pas donner le bon type de correction parce qu'on va corriger quelque chose qui à ce moment-là n'est pas à être corrigé. C'est comme si vous étiez en train de modifier quelque chose sur votre voiture qui fonctionnait déjà très bien là-dessus, mais que le problème est toujours pas géré parce qu'ils n'ont pas regardé au bon endroit ou que c'est pas le bon élément.
Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de passer tout de suite au miroir de l'esprit pour avoir justement la correction qu'on croit nécessaire si on n'a pas encore travaillé sur le problème. Donc, d'abord, on peut le travailler dans le miroir de l'esprit, mais si on est vraiment fixé avec l'idée, c'est ça que je veux, peut-être on se trompe ou peut-être on n'est pas sûr ce qu'on veut. Donc là, on a la technique des rêves, on a la technique du verre d'eau, on a plusieurs techniques en fait qui sont pour avoir de l'information. Et une fois qu'on a rassemblé cette information, ça peut aussi en fait même parler à ses conseillers. Avec cette information, là, on est mené pour vraiment faire la correction. C'est là où on se rend vraiment compte que la majeure partie du système est un système de prise d'information, de prise de connaissance de soi. Ça peut être intéressant de rappeler aux gens que peut-être au bout du compte, ce n'est pas un système de développement personnel, mais de connaissance de soi. Un travail pour mieux se connaître, pour mieux s'écouter. Parce qu'au bout du compte, souvent, on sait déjà des choses, mais on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas l'écouter, on ne sait pas le retraduire. Et à ce moment-là, c'est cool parce que quand les gens disent c'est incroyable, le verre d'eau ou les rêves, là j'ai commencé à avoir des infos hyper intéressantes. Ouais, mais au bout du compte, c'est des choses qu'on a en nous. C'est-à-dire que l'info est là. C'est juste qu'on n'est pas capable, on n'a pas appris, tout simplement, à décoder l'ensemble des symboliques ou des éléments. Reprenez les rêves de façon générale, c'est quelque chose qui, depuis la nuit des temps, fascine l'être humain. Et un jour, il y a des gars, notamment les psychanalystes, on reprend au 19e, qui ont commencé à dire ouais, mais c'est quand même une manière dont l'inconscient a parlé. Ok. Et il y a des types comme Freud, puis après comme Jung, qui a beaucoup bossé dessus, qui a commencé à donner des interprétations. Interprétation étant toujours toute relative, mais ils ont donné des archétypes, etc. Et ça a été une manière de dire, ok, on commence à donner des informations, on commence à donner des références, des points de référence. Si tu vois telle chose ou si tu vis telle chose, les fameuses dents qui tombent quand on est dans les rêves, ça signifie que, ou etc., etc. Et ben, ça peut signifier, bien sûr, c'est pas une absolue vérité, mais c'est à partir de là où il a commencé à avoir une réflexion structurée, bien sûr qu'il y en avait à l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, etc., mais d'un point de vue psycho, à ce moment-là. Et au bout du compte, c'est un peu ce qu'on fait avec Silva, où il y a des moments quand on va être dans le travail du rêve, on va être dans cette prise d'information, à se dire, OK, qu'est-ce que je peux exploiter, avant même de créer et d'orienter, mais quand on est en train déjà de créer le rêve qu'on voudrait vivre, on est dans la correction. Potentiellement, on est dans une partie ou une facette de correction. On n'est plus dans la prise d'info. Tu es d'accord avec ça? Oui, justement. J'ai beaucoup aimé quand tu dis c'est plus qu'un développement personnel, c'est une connaissance de soi. Et effectivement, j'ai remarqué depuis des années que beaucoup de gens arrivent avec l'idée, donc je vais m'améliorer avec ça, je vais atteindre des buts, je vais avoir meilleure confiance, blablabla. Donc, tout c'est, je vais produire cela. Et en dépit d'eux-mêmes, justement, et ils ont des résultats, si j'ose dire, beaucoup plus spirituels. En dépit de, parce qu'il y a justement cette prise de conscience, cette connaissance de soi-même, on n'est plus la même personne. Surtout si on continue à pratiquer régulièrement un alpha, cette compréhension de nous-mêmes crée souvent une différence dans les buts qu'on veut obtenir. Et on va avoir tout à fait une autre vision de ce qu'on veut accomplir dans la vie. Mais tu sais, c'est un peu sneaky, parce que, comment dire sneaky? Parce qu'en fait, il vient, je veux faire ceci, faire cela, et oups, oh là, je découvre moi-même. Mais tu sais que c'est moi aujourd'hui le mot développement personnel, il me dérange parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut plus. Tu sais, les Américains utilisent beaucoup la meilleure version de toi-même. Et moi, au bout d'un moment, ça m'embête parce que je me dis, mais pourquoi tu as besoin d'être la meilleure version de toi-même? Déjà, tu te connais pas. Quoi. Tu sais même pas la version avec laquelle tu travailles. Tu sais, c'est comme on prend un Windows. Les gens, ils veulent ils prennent un pack de logiciels Windows. 90% des gens, ils font comme toi et moi, ils ouvrent Excel, Word. Voilà, bon. Et on a un truc, c'est un monstre, techniquement. Des gars qui maîtrisent ces éléments-là, il y en a, mais ils sont pas nombreux. Nous, au quotidien, on est des gens lambda. C'est comme très peu utilisent complètement les fonctionnalités de leur téléphone ou ainsi de suite. Et le développement, pour moi, c'est dire, ouais, mais tu vas avoir un plus gros téléphone ou un meilleur logiciel, mais tu sais même pas
comment fonctionne ton logiciel de base. Tu n'es même pas allé à l'optimum. C'est-à-dire, il y a des moments, on est au début. Et je trouve que le développement personnel, c'est dire, bon, accumule une nouvelle, ta voiture, elle va plus vite, ou c'est plus grand, plus truc, mais tu sais même pas conduire normalement ta voiture. Tu n'as même pas une performance. Tu veux une voiture qui va à 300, mais tu conduis pas sur un circuit, donc ça te sert à rien. Et tu vois, c'est cette espèce de notion à toujours plus, plutôt que dire, non mais attends, il y a déjà à l'intérieur l'ensemble des éléments qui sont intéressants. Il n'y a pas besoin de plus. En fait, avec ce que tu as déjà factuellement l'ensemble des possibilités déjà de te connaître. Et quand tu te connais, bah, en fait, il y a des choses que tu as pu envie de changer parce que tu admets que c'est toi. Et tu dis, mais oui, c'est vrai, j'ai toujours été comme ça. Puis au bout du compte, ça m'a apporté autant de bien, voire beaucoup plus de bien que de mal. Et on se rend compte que c'est pas le plus qui nous amène quelque chose, mais la bonne information de ce que l'on est et comment on peut l'utiliser. Là, on peut reprendre le principe d'un logiciel ou d'un téléphone. On t'explique comment l'exploiter au mieux et de mieux en mieux. Et à ce moment-là, bah, tu te dis, ouais, non, mais en fait, il est génial ce truc-là. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi bien. Tu sais, nous, on utilise une fonctionnalité, on dit que c'est. Puis après, on se dit, ouais, bah, je vais acheter autre chose parce qu'il n'y a pas telle fonctionnalité. Mais en fait, s'il y a la fonctionnalité, c'est juste que tu ne le sais pas parce que tu t'es jamais posé, pas la bonne information, la bonne question pour avoir la bonne correction. Et tu vois, je trouve que moi, plus je bosse sur la méthode Silva et plus je bosse sur l'auto-hypnose de façon générale, et plus c'est ce que j'aime. Je dis aux gens, non, tu n'es pas en train de rajouter des nouvelles compétences. Tu es juste en train de te rendre compte que déjà, dans le programme de base que tu es en tant qu'être humain, tu as déjà un paquet de choses que tu n'as même pas conscience de l'importance, de la qualité, de la capacité et donc de la possibilité de corriger. Et tu vois, c'est là où c'est intéressant, Silva, quand il dit notre potentiel infini dans le monde subjectif. Ouais. Ouais. Et c'est la connaissance de soi qui nous fait dire, mais ouais, mais vu que là, je suis dans mon monde subjectif et que je me connais assez, et que j'ai mes points de référence et que j'ai ma capacité à prendre de l'information, bah, je peux corriger et je peux modifier, avancer et faire évoluer plein de choses en moi, alors qu'au bout du compte, on n'a pas changé. C'est ça qui est assez génial. Je ne suis pas une version 2.0, je suis toujours la même chose, je n'ai même pas eu besoin de mise à jour, j'ai juste découvert comment je fonctionnais. Et tu vois, je trouve ça génial, moi. Excellente analogie. Oui, effectivement. Pourquoi, si on n'utilise que 10% de notre logiciel actuel, à quoi ça sert d'avoir un autre logiciel où on continue à utiliser que 10%? Mais, excellente analogie. Est-ce que tu veux arrêter pour... Ouais, tu as raison. Et on va passer à la deuxième partie. Hop.